Alors l'histoire moderne de l'Iran a de nombreux points communs avec celle de pays comme la Turquie, l'Égypte, la Chine ou l'Inde. Les rapports sociaux qui ont été établis au cours des siècles précédents ont été bouleversés par l'expansion du capitalisme au XIXe siècle. À la recherche de matières premières et de marchés pour placer marchandises et capitaux, la bourgeoisie occidentale est venue concurrencer les anciennes classes privilégiées, grands propriétaires terriens, riches commerçants, hauts fonctionnaires. Par les armes et par des traités inégaux, ces pays ont été ouverts de force aux marchandises et aux capitaux occidentaux. C'était le début de l'impérialisme. La Grande-Bretagne a été la première puissance à prendre pied en Perse, comme on appelait l'Iran jusqu'en 1934, concurrencée au nord par la Russie tsariste. Les capitalistes britanniques arrachèrent au roi, donc on appelle le Shah en Perse, de multiples concessions agricoles, minières, bancaires, en échange de redevances bien faibles. Cette mise sous tutelle déclencha des révoltes qui prirent des formes variées, y compris des insurrections armées. La première fut déclenchée en 1891 par la concession exclusive du commerce du tabac au britannique Imperial Tobacco, ce qui ruinait producteurs et commerçants locaux. Entre 1905 et 1911, le pays a été secoué par un mouvement visant à arracher au Shah une constitution et la création d'un parlement, le premier au Moyen-Orient. Cette contestation, encouragée par la révolution russe de 1905, a coalisé contre la vieille monarchie toutes les classes qui subissaient les méfaits des concessions aux puissances étrangères. Elle fut dirigée par deux forces politiques hostiles au Shah pour des raisons différentes sinon opposées. D'un côté, une large partie du clergé chiite a mobilisé la population avec ses mollahs, ses mosquées, ses écoles coraniques, emmenés par ses théologiens les plus influents, les ayatollahs. Le clergé représentait le point de vue des classes qui se sentaient menacées par la concurrence des capitalistes occidentaux, en particulier les commerçants. De l'autre côté, des intellectuels, fils de notables, propriétaires ou grands marchands, nourris des idées de la Révolution française, ayant découvert en Europe les idées libérales, démocrates, parfois socialistes, voulaient moderniser l'Iran. Eux espéraient que la bourgeoisie iranienne puisse trouver sa place dans l'économie mondiale sans être subordonnée à l'impérialisme. Sauf qu'une telle voie était fermée. Les bourgeoisies qui émergeaient dans les pays colonisés ou semi-colonisés arrivaient trop tard. En 1907, la Grande-Bretagne et la Russie tsariste signaient un traité pour se partager les zones d'influence en Iran. Dès 1908, les Britanniques avaient mis la main sur le pétrole du Khouzestan. Ils créèrent la compagnie pétrolière anglo-perse, ancêtre de British Petroleum, qui rafla pour des décennies la part du lion des profits pétroliers. Les Britanniques avaient réussi à corrompre certains députés du nouveau Parlement avant que celui-ci ne soit carrément dispersé en 1911. Le Shah et la monarchie sortaient de cette période un peu plus affaiblie, le pays un peu plus contrôlé par les Britanniques et les Russes, avant que la Première Guerre mondiale ne leur donne un prétexte pour l'occuper militairement. Durant ces années, l'ouverture de puits de pétrole, de mines, de voies de chemin de fer, les premières industries textiles avaient donné naissance à une classe ouvrière iranienne. Les travailleurs avaient émigré sur les champs de pétrole de Bakou, dans l'Azerbaïdjan voisin, exploités par des sociétés russes qui étaient sous la tutelle de Rothschild et de Nobel. Ils y rencontrèrent des militants ouvriers du Parti social-démocrate russe. Ce prolétariat était encore très embryonnaire. Il était relié à la paysannerie dont il venait, mais aussi au prolétariat international par l'organisation capitaliste elle-même. Et contrairement aux commerçants, aux propriétaires terriens, aux bourgeois nationaux, la classe ouvrière n'avait rien à sauvegarder dans l'ancien régime et elle n'avait rien à espérer dans le capitalisme. Pour cette raison, elle représentait une force révolutionnaire, comme le montra la révolution russe dans la Russie voisine. En effet, en février 1917, le vieil empire russe tombait, portant dans un premier temps une coalition de toutes les classes au pouvoir. Et en octobre 17, grâce à la politique défendue par le parti bolchevique, le prolétariat allié à la paysannerie prenait tout le pouvoir à travers les soviets qu'il avait construits. La révolution russe allait ébranler l'Iran comme le reste du monde. L'enthousiasme qu'il y souleva
et les liens établis entre les militants bolcheviques du Caucase et les militants ouvriers d'Iran permirent la naissance d'un premier parti communiste. Selon les mots de Sultanzadeh, militant bolchevique perso-arménien, un des artisans de la fondation du nouveau parti, en juin 1920, je le cite, « Le Congrès ne brilla pas par la présence des intellectuels, mais il regroupait 48 délégués ouvriers et paysans qui représentaient 5 à 6 000 militants disséminés dans le pays. Ces militants avaient fait naître des syndicats qui organisaient alors plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. Dans les centres pétroliers, dans les villes qui commençaient à s'industrialiser, les militants communistes subissaient la répression menée par les agents britanniques, arrestations, déportations en Inde et parfois exécutions sommaires. Dans ces conditions, Sultanzadeh écrivait « Le Parti communiste ne peut pas être un parti de masse, mais il s'efforce de rallier les éléments les plus conscients de la classe paysanne, des ouvriers et des manœuvres. » La révolution russe, en ébranlant l'ordre impérialiste, avait donné de l'espoir non seulement aux militants du mouvement ouvrier, mais aussi au mouvement nationaliste des pays dominés. En juin 1920, les aléas de la guerre civile russe amenèrent les troupes de l'armée rouge jusqu'à Rasht, dans le nord de l'Iran. Elles y appuyèrent les Djangalis, un mouvement de guérilla nationaliste hostile au Shah, au tsar russe et aux forces britanniques, en les encourageant à proclamer une république soviétique du Guilan. Le tout jeune parti communiste iranien, sans direction aguerrie, oscilla entre participer à cette république soviétique qui contestait le Shah mais respectait les propriétaires terriens, locaux, ou en prendre le contrôle pour lancer par en haut une politique d'expropriation. Bon, il fit un peu les deux successivement. De leur côté, les bolcheviks étaient très conscients que les militants communistes des pays opprimés, dans lesquels le prolétariat était encore faible, comme l'Iran, devaient avoir une tactique particulière. Au même moment, ils réunissaient à Moscou le congrès de l'Internationale communiste, puis à Bakou celui des peuples de l'Orient, auquel participèrent 2000 délégués orientaux, dont 190 Iraniens. L'Internationale encourageait les militants communistes de l'Orient à soutenir les mouvements nationaux démocratiques bourgeois dans les colonies et les semi-colonies. Pour elle, tout ce qui pouvait contribuer à affaiblir les grandes puissances impérialistes aiderait la révolution internationale en plein essor. Mais l'Internationale refusait que les partis communistes fusionnent avec ces mouvements nationalistes. Elle insistait pour que soit maintenue l'indépendance du mouvement prolétarien, même quand il n'avait encore qu'une forme embryonnaire, car le prolétariat devait aussi se préparer à disputer, tôt ou tard, la direction de la révolution à la bourgeoisie nationale. L'Internationale insistait, je cite, « sur la nécessité de lutter contre les tendances à parer des couleurs du communisme, les courants de libération démocratique bourgeois des pays dominés. » Elle soulevait encore un autre point, la nécessité de lutter contre le clergé et autres éléments réactionnaires qui ont de l'influence dans les pays colonisés. Alors les militants communistes d'Iran n'eurent pas le temps de mettre en œuvre cette politique. Dès mars 1921, les Britanniques reprirent le contrôle du Guilan et de l'Iran en général. Pour en finir avec l'agitation sociale et nationaliste, ils organisèrent un coup d'État en s'appuyant sur le colonel Reza Khan. Celui-ci traqua les Djangalis comme les militants communistes. Il réduisit les prérogatives des mollahs, ce qui renforça leur hostilité à la monarchie. Reza Khan, qui se proclama Shah d'Iran sous le nom de Reza Pahlavi, se voulait moderniste, à l'image du nationaliste turc Mustafa Kemal, qui consolidait son pouvoir à la même époque. La dictature du premier Pahlavi n'empêcha pas les grèves des travailleurs dans les ports, les mines, le transport, mais le Conseil central des syndicats fut dissous et le Parti communiste tout juste fondé disparut. Ce n'est que 20 ans plus tard, en 1941, qu'un parti communiste se reconstitua, mais sous le nom de Parti Tudeh, le Parti des masses. L'URSS de Staline et la Grande-Bretagne venaient d'occuper l'Iran dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Alors l'Union soviétique de 1941 n'avait plus rien à voir avec celle de 1920. Entre-temps,
Staline et une large couche de bureaucrates avaient usurpé le pouvoir, exterminé les révolutionnaires et étaient devenus les meilleurs défenseurs de l'ordre impérialiste. Dans les pays dominés, ils avaient mis les partis communistes à la remorque des mouvements nationalistes. En Iran, sous le slogan « Indépendance, liberté et progrès », le Tudeh mena une politique d'union nationale et il s'implanta notamment parmi les officiers de l'armée. Pour autant, grâce aux militants ouvriers qui avaient traversé les 2 décennies précédentes, le parti Tudeh acquit un grand crédit parmi les travailleurs. En 1946, il reconstitua la centrale syndicale qui regroupait plus de 180 syndicats. Mais il utilisa ce crédit pour enchaîner les travailleurs derrière la petite bourgeoisie nationaliste. Quand des grèves éclatèrent entre 1944 et 1946 dans la région pétrolifère du Khouzestan, il mit tout son poids pour les enrayer. À l'inverse, dans les régions azéries et kurdes au nord du pays, il s'est fait l'agent de Staline qui lorgnait sur ces régions, en poussant à la proclamation de républiques autonomes qui disparurent dès le retrait de l'armée soviétique en 1946. En avril 1951, Mohammad Mossadegh, grand propriétaire, formé en Europe, plusieurs fois ministre, fondateur du Front National, qui était un regroupement de politiciens bourgeois libéraux, fut nommé Premier ministre par le Shah. Le principal programme de Mossadegh était la nationalisation de la compagnie pétrolière britannique, l'AIOC. Cette décision déclencha un bras de fer avec l'impérialisme et une crise politique qui mobilisa pendant 2 ans les classes populaires avec des grèves, des manifestations et même une insurrection. Mossadegh était un bourgeois, respectueux de l'ordre social. Mais, à l'image d'un Nasser en Égypte, qui nationalisa le canal de Suez en 1956, le nationaliste Mossadegh voulait qu'une plus grande part des revenus du pétrole reviennent à la bourgeoisie iranienne. Et pour cela, il était prêt à mobiliser le pays, au moins jusqu'à un certain point. En riposte à la nationalisation de l'AIOC, le gouvernement britannique décréta un embargo, c'était déjà le cas à l'époque, appliqué par toutes les autres puissances. Ce blocus empêcha le gouvernement iranien de vendre son pétrole, provoquant une crise économique amplifiée par la spéculation des grands commerçants. Le Shah et les sommets de la monarchie, dont les chefs de l'armée, ne voulaient pas affronter l'impérialisme britannique et ils se préparaient à reculer. Dans un premier temps, Mossadegh tenta de les faire changer d'avis en mobilisant les classes populaires. En juillet 1952, il annonça sa démission. Pour le peuple iranien, cela signifiait l'arrêt de la nationalisation du pétrole. La population de Téhéran ne l'accepta pas. Elle descendit dans la rue et affronta l'armée et ses tanks pendant plusieurs journées. Cette réaction montre le puissant ressort que peut constituer le sentiment d'humiliation nationale. Alors jusque-là, le Tudeh avait refusé de soutenir Mossadegh en disant « Les grands nous veulent et Mossadegh n'est qu'un bourgeois ». Alors la formule n'était pas fausse, mais les réserves du Tudeh n'avaient rien à voir avec les intérêts des classes populaires. Elles étaient motivées par ceux de Staline, qui cherchait à obtenir une concession pétrolière au nord de l'Iran, ce que Mossadegh refusait. Devant l'élan populaire, le Tudeh changea de position et appela à la grève générale, conjointement avec le Front National et une fraction du clergé chiite. Le Shah recula et rappela Mossadegh comme Premier ministre. Mais l'impérialisme ne céda rien. La crise économique s'aggrava, provoquant des grèves et des émeutes de la faim. Menacé d'être renvoyé, Mossadegh ne chercha plus à mobiliser les classes populaires. Au contraire, il interdit les grèves avec la complicité du parti Tudeh. Parce que continuer à mobiliser les masses, aller jusqu'à la chute de la monarchie, c'était prendre le risque de fracturer l'armée, dont des pans entiers étaient pourtant prêts à rompre avec le Shah. Les nationalistes iraniens, qu'ils soient libéraux comme ceux du Front National de Mossadegh ou staliniens comme ceux du Tudeh, ne voulaient ni briser l'armée, ni prendre le pouvoir en s'appuyant sur un soulèvement populaire. Alors la crise se termina par un coup d'État organisé conjointement par le MI6, les services secrets britanniques, et la CIA en août 1953 pour renverser Mossadegh. Les États-Unis avaient relayé la Grande-Bretagne comme gendarme dans la région. Alors la rente pétrolière fut effectivement renégociée, mais au profit des compagnies américaines.
Le renversement de Mossadegh augmenta les sentiments anti-impérialistes en Iran. Il montrait en même temps les limites des nationalistes bourgeois libéraux, incapables de se faire respecter des impérialistes, car ils craignaient de s'appuyer sur les masses. Au fond, c'est d'elles dont ils avaient le plus peur. Le Front National, comme le Tudeh, furent durablement discrédités, en plus d'être interdits et réprimés. Le Shah, remis en selle par la CIA, exerça une dictature féroce, avec une police politique de sinistre réputation, la SAVAK. Alors, il faut signaler au passage que le fondateur de cette police adepte de la torture a été formé à Saint-Cyr et Semur. C'est l'école française de la terreur d'État, en quelque sorte. En parallèle, le régime du Shah se voulait moderne, progressiste sur les questions de société, accordant le droit de vote des femmes, interdiction du voile et même du port de la barbe pour les hommes. Au début des années 60, sous la pression des États-Unis, le Shah annonça diverses réformes baptisées Révolution blanche. La principale concernait les campagnes, où des millions de paysans n'avaient ni terre ni droit. La réforme agraire du Shah favorisa l'émergence de grandes fermes capitalistes mécanisées. Une partie des terres des propriétaires terriens furent rachetées en échange d'actions d'entreprises publiques. Le clergé, dont les fondations caritatives possédaient de vastes domaines, s'estima lésé. Quant aux petits paysans, ils furent chassés des campagnes. Parce que si la réforme autorisait ces petits paysans à acheter des parcelles, ils n'avaient aucun argent pour les payer. Alors, en très peu d'années, des millions de paysans partirent vers les villes. Ainsi, entre 1960 et 1980, la population de Téhéran est passée de 1,5 million d'habitants à 5 ou 6 millions. Le sud de la capitale s'est couvert d'immenses bidonvilles, dont les habitants survivaient sans eau courante, sans électricité, sans accès aux soins. À l'inverse, les quartiers riches du nord de la capitale n'avaient rien à envier à ceux de Neuilly ou autres quartiers cossus des capitales occidentales. La modernité était réservée aux classes privilégiées, gavées de la rente pétrolière, et à une petite bourgeoisie intellectuelle qui profitait des réformes. Pour les masses pauvres, le régime du Shah était une dictature des riches dont les mesures de progrès étaient imposées à coups de trick. La modernisation à marche forcée de l'Iran s'est accompagnée d'un développement industriel inégal, laissant des régions entières dans le sous-développement, mais qui a fait émerger un véritable prolétariat. À la veille de la révolution de 78-79, l'industrie comptait 2,5 millions d'ouvriers. Outre le secteur pétrolier, de grandes usines métallurgiques se sont développées. Dans les années 70, des constructeurs automobiles européens, dont Peugeot et Renault, associés avec des bourgeois iraniens, ont construit des usines employant des dizaines de milliers d'ouvriers. Ces travailleurs étaient mal payés, mais ils avaient un salaire régulier. Et cela tranchait avec le sort de la majorité des déshérités, les mostazafines en persan, ces millions de pauvres chassés des campagnes, survivant avec des petits boulots. Il tranchait aussi avec le sort de millions de travailleurs du bâtiment, du commerce, et de tous jardiniers, cuisiniers, agents de service, porteurs de bagages ou porteurs des sacs de courses des riches qui assuraient le train de vie des riches et qui subissaient des conditions de vie et de travail infâmes. L'Iran des années 70 était devenu un pays majoritairement urbain. La paysannerie avait donné naissance à un prolétariat dont toute une fraction était concentrée au cœur de l'économie. C'était aussi une poudrière sociale. Les réformes du Shah renforcèrent l'opposition du clergé. Alors celui-ci n'était pas homogène politiquement, il ne formait pas un appareil centralisé, mais il était lié à la bourgeoisie commerçante, hostile au Shah. Je l'ai dit, la réforme agraire lésait les fondations religieuses. En outre, le droit de vote et de divorce accordé aux femmes ou l'interdiction du port du voile dans les lieux publics heurtaient les positions patriarcales des mollahs. Rouhollah Khomeini, un ayatollah très politique, prit la tête des opposants à cette révolution blanche. Il chercha à mobiliser les pauvres en transformant leur haine justifiée des riches et du luxe de la cour en haine des idées modernes et progressistes. En juin 1963, il appela à une marche quasi-insurrectionnelle à Téhéran. Khomeini fut arrêté puis exilé en Irak. Depuis son exil, il tissait sa toile
transmettant analyses et perspectives politiques à ses affidés dans le pays. Les partisans de Khomeini recrutaient dans les universités et dans les quartiers populaires. Les déshérités des bidonvilles trouvaient du soutien matériel et du réconfort moral dans les mosquées, ce qui renforçait l'influence des mollahs dans les milieux pauvres. Avec ces mollahs répartis dans tout le pays, le clergé formait de fait un réseau militant de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et pendant ce temps, les partis de l'opposition politique, eux, subissaient durement la répression. Du côté des bourgeois libéraux, le Front national de Mossadegh était interdit, même si ses membres restaient dans les allées du pouvoir. Du côté des nationalistes staliniens, les militants du Toudeh étaient traqués et emprisonnés, la plupart de leurs cadres en exil. D'autres partis avaient été formés dans les années 1960-70 par des étudiants révoltés par la dictature et le sort des masses pauvres. Plusieurs s'inspiraient de Mao, Castro ou Guevara, dont ils avaient suivi la lutte contre la mainmise impérialiste. Ces militants visaient à établir, par les méthodes de la guérilla, un gouvernement national affranchi de l'impérialisme. Deux de ces partis, aux méthodes assez proches, ont eu une audience réelle en Iran. Les Fédayines du peuple, d'une part, avaient formé des groupes armés clandestins, assassinant des militaires, des dignitaires du régime, attaquant des banques occidentales. Alors ces militants ne manquaient pas de courage. Ils menèrent cette politique pendant 5 ou 6 ans, malgré une répression impitoyable. Ceux qui tombaient étaient remplacés par des nouveaux, tant le régime du Shah suscitait la rage dans la jeunesse intellectuelle. Un autre groupe, les Modjahidines du peuple, mena une politique identique, en s'appuyant sur la même jeunesse urbaine et intellectuelle. Mais les Modjahidines, eux, se revendiquaient de l'islam, qui les interprétait comme la religion des pauvres. Ils avaient en quelque sorte fusionné l'islam et le nationalisme dans sa version maoïste. En dehors de ces deux partis, parfois issus de leur rang après des scissions, d'autres militants rejetaient et le stalinisme et le maoïsme et se revendiquaient des idées communistes et parfois de la classe ouvrière. Très peu nombreux, ils étaient, comme tous les militants, traqués par la police. Vers 1975, la crise de l'économie capitaliste toucha l'Iran. L'envolée du cours du pétrole avait rempli les caisses des grands bourgeois proches du Shah. L'afflux des pétrodollars avait provoqué une inflation massive et une spéculation immobilière débridée. Le Shah passait des commandes aux marchands d'armes américains. C'est à cette époque que le programme nucléaire iranien a été lancé, pour le plus grand bonheur des industriels français qui étaient dans le coup. En parallèle, les pauvres des bidonvilles étaient chassés pour construire des immeubles de rapport. Les travailleurs subissaient le chômage et la vie chère. Quant aux commerçants, accusés de faire monter les prix, ils n'acceptaient pas les mesures de blocage imposées par le régime. La seule réponse du Shah était la répression. En 1978, quelques 30 000 prisonniers politiques, toutes tendances confondues, croupissaient dans les prisons. L'étincelle éclata le 8 janvier 1978 avec la répression des étudiants en théologie qui manifestaient pour soutenir Khomeini, qui avait été insulté par le régime. Les tirs de la police déclenchèrent une vague de manifestations. Chacune fut suivie d'une répression mortelle qui alimentait de nouvelles manifestations, nouvelles répressions, nouvelles manifestations, destructions ciblées, insurrections. Ces manifestations rassemblaient des foules immenses, venues de toutes les classes, mais d'abord des quartiers pauvres. Durant l'année 78, au fil des semaines, la répression allait crescendo. En septembre, à la fin du Ramadan, Khomeini appela des centaines de milliers de personnes à prier dans les rues de Téhéran en criant « Frères soldats, ne tirez pas sur vos frères ». Mais les frères soldats restaient sous la coupe de leurs officiers. Et le 8 septembre 1978, le vendredi noir, une bataille opposa à Téhéran la foule sans armes aux blindés de l'armée. Celle-ci fit plusieurs milliers de morts, mais n'arrêta pas la vague. Alors, ceux qui sont apparus comme les plus déterminés, les plus conséquents, avec une conscience claire de leur but dans cette période, eh bien, c'étaient les islamistes de Khomeini. Avec les mosquées, ils disposaient de la liberté de réunion. Elles devinrent, dans cette période de politisation accélérée, des lieux de réunion, des centres d'organisation et de diffusion de consignes. En plus de ces mollahs, du soutien des commerçants, des étudiants islamistes, Khomeini commençait aussi à recruter parmi les voyous des quartiers pauvres
des bandes de nervis armées de gourdins et de couteaux, embryons des futurs gardiens de la Révolution, les passes d'Aran. Il avait su s'implanter parmi les masses pauvres des villes et ça lui donnait un avantage. Mais les mollahs pro-Roménie étaient cependant absents des grandes usines, de l'industrie pétrolière, des mines, des transports, des entreprises en général. Après le Vendredi noir, des grèves éclatèrent dans tous les secteurs décisifs. Les grévistes exigeaient l'abolition de la ceinture, la dissolution de la SAVAK, le renvoi de leurs agents dans les entreprises, la libération des prisonniers politiques. Ces grèves, en paralysant la machine économique du pays, allaient donner le coup de grâce au régime du Shah. Les ouvriers créèrent des conseils dans les usines. C'était une réponse à la répression. Ainsi, un ouvrier d'Abadan, la capitale du Khouzestan pétrolifère, placé en état de siège par l'armée, racontait « C'est l'armée qui nous a forcés à nous organiser, et même à nous armer. Nous écoutons Roménie et nous lisons les tracts des Moudjahidines. » La classe ouvrière faisait preuve d'une grande combativité. Elle avait une taille et un poids social qui auraient pu lui permettre d'entraîner derrière elle les pauvres des villes et de prendre la tête de l'explosion sociale en cours. Mais pour jouer ce rôle, pour qu'elle réalise le danger mortel que représentait Roménie, pour que les conseils ouvriers se transforment en embryons de pouvoir ouvrier, il aurait fallu qu'un parti révolutionnaire suffisamment implanté lui donne cet objectif politique, comme le parti bolchevique avait su le faire en Russie en son temps. Et il n'y en eut pas. Au contraire, sous couvert de l'unité contre le Shah, de l'anti-impérialisme et de l'immense popularité de Roménie, les principaux partis d'opposition, les bourgeois libéraux, le Toudeh, en passant par les Moudjahidines et les Fédaïnes, ont défilé derrière le portrait de Roménie. Ils n'anticipèrent pas la dictature des islamistes dont les objectifs étaient pourtant scandés dans toutes les manifestations, le seul parti est le parti d'Allah. Par opportunisme, certains présentaient Roménie comme le leader naturel, voire le phare du peuple, selon une expression du Toudeh. Les Fédaïnes, eux, ne prenaient pas au sérieux les islamistes, parce qu'en gros, ils les jugeaient incapables de prendre la tête d'un soulèvement qui soit à la fois populaire et nationaliste. Ça ne rentrait pas dans leur schéma. Et Roménie, lui, il ne cachait pas pourtant son hostilité vis-à-vis de tous ces partis de gauche, ou pas de gauche d'ailleurs. Alors, en exil en France, avec la protection d'ailleurs intéressée de Giscard d'Estaing, il déclarait « Nous ne collaborerons pas avec des marxistes, même pour renverser le Shah, nous sommes opposés à leur idéologie. » Alors, en janvier 1979, les États-Unis exfiltrèrent le Shah et laissèrent Roménie prendre le pouvoir. La transition fut négociée avec les généraux iraniens, car Roménie ne voulait ni briser l'appareil d'État, ni tenir son pouvoir de la rue. Pourtant, sans qu'il ne l'ait voulu, une insurrection populaire éclata à Téhéran, les 9, 10 et 11 février 1979. La population prit les armes et le contrôle des casernes. Dès le 12 janvier, Roménie demanda à la radio de ramener les armes pour qu'elles ne tombent pas aux mains des ennemis de l'islam. Et pour s'en assurer, il mobilisa tous ses réseaux dans les quartiers et ses bandes armées de plus en plus nombreuses. Alors à ce moment-là, le pouvoir de Roménie et des mollahs n'était ni consolidé ni sans partage. Roménie agit à toute allure pour mettre en place des institutions à sa main, pour écarter juges, officiers, hauts fonctionnaires qui refusaient de se plier, pour réprimer ses alliés libéraux, démocrates ou militants de gauche, rapidement transformés en opposants, ou encore les minorités nationales ou religieuses qui revendiquaient leur autonomie. Les officiers les plus liés au Shah étaient partis avec lui. D'autres furent écartés. Mais dans l'ensemble, l'armée assura la continuité de l'appareil d'État. Et surtout, une armée parallèle, fidèle au nouveau régime, les passes d'Aran, fut constituée. La SAVAK fut remplacée par la SAVAMA, qui recycla les méthodes de l'ancienne police et bon nombre de ses membres. Elle se doubla des Bassidji, recrutés dans la population pauvre, parmi les chômeurs qui trouvèrent là un emploi, mais aussi des voyous pour encadrer les quartiers, traquer les opposants. L'urgence du nouveau gouvernement était de stopper l'élan révolutionnaire qui suscitait trop d'espoir chez les opprimés. Pour cela, Roménie voulait montrer sans délai le sens qu'il entendait donner à la révolution en cours,
installer un régime basé sur l'idéologie islamiste dans sa version la plus réactionnaire. Les islamistes visèrent d'abord les femmes. Dès le 7 mars, le port du tchador devient obligatoire. On le voit, le contrôle de la vie des femmes, qui est le facteur déclenchant de la révolte actuelle, c'est un marqueur du régime depuis sa naissance. Le 8 mars, quelques 50 000 femmes défilaient tête nue à Téhéran contre cette obligation. Elles furent attaquées par des islamistes. Et il faut savoir que quelques mois plus tôt, nombre d'entre elles avaient dénoncé la politique d'enlèvement forcé du voile par le Shah et avaient acclamé Khomeini comme opposant numéro 1. En mai 1979, une première femme était fouettée en public. En s'en prenant aux femmes, et d'abord à celles de la petite bourgeoisie urbaine, Khomeini s'en prenait aux milieux progressistes et libéraux qu'il avait aidés à faire tomber le Shah pour installer ses hommes à lui au pouvoir. Il flattait la religiosité des pauvres, les dressait contre la liberté des mœurs et les idées occidentales pour mieux leur faire accepter leur maintien dans la misère. Dès le 30 mars, il organisa un référendum pour faire approuver la proclamation de la République islamique d'Iran. Les libéraux, le Toudeh et la gauche, à l'exception des fédayines et des partis kurdes, militèrent activement pour le oui. Khomeini visa ensuite la classe ouvrière parce qu'elle représentait une force, parce qu'elle avait mis en place des organisations qu'il ne contrôlait pas. En février, il déclarait « Ceux qui imaginent que la révolution continue se trompent. En mai, ceux qui incitent les ouvriers à continuer à faire grève sont coupables de trahison. En août, toute personne qui entrave l'activité ou incite à la grève sera passible de 2 à 15 ans de prison. » Le droit de grève fut quasi supprimé. Le gouvernement nomma des directeurs islamistes dans les entreprises pour remplacer ceux qui avaient été chassés par les travailleurs ou qui étaient partis avec le Shah. Progressivement, les conseils d'usine furent islamisés, les syndicats traqués et remplacés par des conseils islamistes du travail très officiels. Cela ne se fit pas sans réaction, mais beaucoup de travailleurs gardaient des illusions sur ce que le nouveau pouvoir allait leur apporter, d'autant que personne dans l'opposition ne les avait préparés à ce qui était en train à cette reprise en main. En août 1979, toujours, les Pasdaran réprimaient dans le sang les combattants autonomistes kurdes. Le siège de Mahabad, la capitale kurde, fit 600 morts. Sunnites et non pas chiites, disposant de partis que le Shah n'avait pas réussi à démanteler, les Kurdes n'entendaient pas se soumettre au pouvoir des mollahs pro-Khomeini. Le Parti démocratique du Kurdistan iranien fut interdit. Le fondateur du Komala, parti d'extrême gauche kurde, fut assassiné. D'autres minorités, arabes, azéris ou baloutches, allaient être réprimées. Dans les campagnes, les paysans qui avaient occupé des terres furent réprimés, les Pasdaran rendant la terre aux propriétaires. Dès le mois d'août, les organisations de gauche et d'extrême gauche furent traquées, les locaux des fédayines ou des modjahidines attaqués. En décembre, les partisans de l'ayatollah Madari, opposés à l'orientation de Khomeini, étaient fusillés à Tabriz. En quelques mois, une chape réactionnaire s'est refermée sur l'Iran. Sous couvert de la République islamique, avec ses lois, son parlement, des élections régulières, Khomeini avait remplacé la dictature du Shah par la sienne. La profonde révolte populaire avait accouché d'une nouvelle dictature parce que les exploités n'avaient pas trouvé une direction politique leur permettant de prendre eux-mêmes le pouvoir. Les riches familles les plus liées au Shah rejoignirent leurs comptes en banque aux États-Unis, en Europe ou dans les Émirats arabes. Leurs entreprises, qui étaient déjà liées à l'État, furent nationalisées. Mais le nouveau régime défendait la propriété privée et les intérêts de la fraction de la bourgeoisie iranienne qui cherchait sa place face à la pression de l'impérialisme. Dans les années suivantes, d'ailleurs, cette bourgeoisie, elle allait fusionner avec les nouveaux dignitaires de l'État, qu'ils soient laïcs ou religieux, qu'ils soient des parvenus enrichis grâce à leur poste ou eux-mêmes issus de riches familles. Mais cette nouvelle république islamique, contrairement à la monarchie ne s'appuyait que sur la petite couche de bourgeois qu'on appelle compradeurs, ceux dont les intérêts étaient liés aux impérialistes. La république islamique, elle, avait acquis une base sociale qui lui a permis de tenir pendant plus de 40 ans, malgré les contestations intérieures et les pressions de l'impérialisme. Elle n'a pas seulement offert un emploi et du pouvoir à des centaines de milliers de pauvres enrôlés dans les Bassidji ou les Pasdaran.
en chassant le Shah et ses parrains occidentaux, en faisant vibrer la corde du nationalisme, les islamistes de Khomeini ont réussi à faire ressentir un sentiment de fierté à des millions de déshérités. Ils ont en quelque sorte réussi là où les bourgeois libéraux de Mossadegh avaient échoué. Parce qu'ils ont su se servir des masses pour abattre le Shah et la fraction de la bourgeoisie la plus liée donc à l'impérialisme, tout en se donnant les moyens de contrôler les exploités avec leurs appareils répressifs et réactionnaires. Leur révolution nationale s'est faite en installant une dictature féroce en plus de l'obscurantisme. En même temps, s'ils ont restauré une certaine souveraineté nationale, ils ne pouvaient pas soustraire le pays à la pression de l'impérialisme. Alors, la réaction des États-Unis ne tarda pas. Elle fut accélérée par l'occupation de l'ambassade américaine en novembre 1979 par des étudiants islamistes qui voulaient obtenir l'extradition du Shah et de sa fortune. Dès avril 1980, les États-Unis prenaient des sanctions économiques. Ils encouragèrent Saddam Hussein, le dirigeant irakien, qui était à cette époque un grand ami des Occidentaux, en particulier de la France, à déclarer la guerre à l'Iran. Et comme toutes les guerres à leur début, l'invasion déclenchée par Saddam Hussein suscita en Iran un profond réflexe patriotique. Les volontaires affluèrent, y compris des militants du Toudeh, des Moudjahidines, des Fedaïns. Khomeini mit sur pied, à côté de l'armée officielle, une armée des volontaires, encadrée par les gardiens de la Révolution. C'était une armée des pauvres, des jeunes envoyés à l'abattoir, mais qui joua au début un rôle moral important. Cette guerre dura 8 ans, de 1980 à 1988. Elle fut une véritable boucherie, 1 million de morts, d'énormes souffrances pour les populations des deux pays. Des centaines de milliers d'hommes furent gazés ou mutilés. Les habitants des régions frontalières furent déplacés. En plus, c'étaient des régions industrielles dont les installations furent durablement détruites. Cette guerre a marqué le pays et façonné l'appareil d'État de la République islamique. Elle permit au régime de militariser toute la vie sociale et de réduire l'opposition au silence. En juin 1981, Bani Sadr, premier président de la République islamique, qui était un ancien partisan de Mossadegh passé à Khomeini, a été écarté. À la même date, les Moudjahidines se sont retournés contre Khomeini avant d'être traqués ou de s'enfuir en Irak, où ils ont poursuivi le combat militaire. Donc en juin 1981, des milliers d'opposants politiques qui étaient en prison ou encore libres ont été exécutés. Les membres du parti Toudeh, pourtant dociles avec le régime, subirent eux aussi arrestations et exécutions sommaires un peu plus tard en 1983. Et en 1988, la fin de la guerre approchant, le régime fit exécuter entre 10 000 et 20 000 prisonniers politiques. Le procureur de Téhéran de cette époque était un certain Ibrahim Raisi, qui est l'actuel président de la République islamique, et ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le boucher de Téhéran. Jamais à court de cynisme, les puissances occidentales ont maintenu un équilibre entre les deux pays, leurs marchands d'armes vendant aux deux camps. Les États-Unis eux-mêmes armèrent l'Iran, comme le révéla le scandale de l'Iran Gate en 1986. Ils ne voulaient pas laisser l'Irakien Saddam Hussein, pas assez soumis à leurs yeux, prendre trop de poids. En 1990, après la guerre contre l'Iran, maltraité par ses parrains, Saddam Hussein voulut se payer lui-même en occupant le Koweït. Alors cette remise en cause de frontières qui avaient été tracées à Paris ou à Londres par les anciennes puissances coloniales a valu au peuple irakien un déluge de fer et de feu, une destruction méthodique de toutes ses infrastructures et un recul de la société pour plusieurs décennies. Parce que pour défendre coûte que coûte leur domination sur la région, les États-Unis mènent depuis plus de 40 ans, de l'Afghanistan à la Syrie, en passant par l'Iran et l'Irak, une politique criminelle et cynique. Ils sèment la division en jouant un régime contre un autre. Ils alternent blocus, bombardements, occupation militaire, retrait, installation de régimes fantoches, soutien aux islamistes, puis guerre aux djihadistes. Chacune de leurs interventions alimente la haine parmi les populations, sème le chaos et prépare l'épisode suivant de barbarie. Alors ce cynisme sans limite des puissances impérialistes, eh bien, il permet aussi au régime des ayatollahs d'entretenir en Iran le sentiment que le pays est une citadelle assiégée, qu'il faut défendre coûte que coûte.
et ils s'en servent pour justifier auprès de la population la traque des opposants. Alors pourtant, malgré l'hostilité affichée entre l'Iran et les États-Unis, le premier fustigeant le grand Satan et les seconds fustigeant l'axe du mal, les deux savent trouver des terrains d'entente. Et le paradoxe n'est qu'apparent. Déjà, l'anti-impérialisme des chefs de la République islamique traduit surtout leur volonté que les capitalistes qui dominent le monde les laissent accéder à la mangeoire. Dès le départ, Khomeini était prêt à s'arranger avec les États-Unis. De leur côté, les États-Unis se posent en champions du monde des idées progressistes et de la démocratie. Bon, enfin, ce pays, dont le président ne peut pas prononcer un discours sans invoquer Dieu, laisse croupir 2 millions de personnes dans ses prisons, dont 3 000 condamnés à mort. Les États-Unis ne sont pas plus gênés par la barbarie de l'Iranien Khamenei que par celle du Saoudien Mohammed Ben Salman, ou dans le passé du Chilien Pinochet, tous deux indéfectibles alliés. La politique des États-Unis au Moyen-Orient est un constant jeu d'équilibre entre les puissances régionales, chacune jouant un rôle d'arbitre dans le chaos engendré par les interventions impérialistes successives. Alors, par sa taille, par ses capacités industrielles et militaires, l'Iran est une puissance comparable à la Turquie, Israël ou l'Arabie saoudite. Il a des frontières maritimes et terrestres avec 15 États, dont l'Irak, la Turquie, l'Afghanistan, le Pakistan, 3 pays issus de l'Union soviétique et tous les États ou micro-États pétroliers du Golfe arabo-persique. Il entretient des relations avec ses différents voisins. Les Émirats arabes unis fournissent 32% des importations iraniennes. L'Iran partage avec le Qatar l'un des plus grands gisements gaziers au monde. L'Iran intervient par l'intermédiaire des Pasdaran et des milices locales qu'ils arment en Irak, en Syrie, au Liban, à Gaza, pour soutenir des gouvernements ou des partis amis. Le budget militaire de l'Iran approche des 30 milliards de dollars, dont le corps des Pasdaran, les gardiens de la Révolution, donc, reçoit la part du lion. L'Iran a ainsi un budget militaire comparable à celui d'Israël, 14e ou 15e au monde. Alors tout cela en fait un régime non subordonné à l'impérialisme que celui-ci n'a de cesse d'affaiblir. Mais d'un autre côté, les États-Unis savent que la dictature iranienne joue un rôle de gendarme, à l'intérieur pour réprimer les révoltes sociales, mais aussi à l'extérieur pour participer à la stabilisation de la région. Ainsi, derrière la confrontation, les occasions de collaboration entre les États-Unis et l'Iran ont été nombreuses. Pour ne prendre que cet exemple, en Irak, au milieu des années 2000, ils se sont entendus pour installer un gouvernement confessionnel appuyé sur les partis chiites et leurs milices. En 2014, après que la politique américaine eut engendré la guerre civile en Irak et fait surgir Daesh, l'Iran et les États-Unis ont co-parrainé la force Al-Shad al-Sahabi, qui regroupe des dizaines de milliers de miliciens chiites pour reprendre Mossoul et d'autres territoires irakiens à Daesh. Alors tout cela explique la passivité des gouvernements occidentaux devant la répression en cours en Iran. Elle démontre leur inquiétude devant la possibilité que ce régime, trop insoumis, mais qui participe au maintien de l'ordre, soit renversé par une révolte populaire. Elle démontre leur complicité de fait avec les Pasdaran et les ayatollahs.